Après une absence de plus de 3 mois sur la chaîne, et 3 mois, c'est beaucoup trop long, Jean-Claude Van Damme est de retour. Aujourd'hui à Revue, j'ai l'incroyable privilège de vous montrer ce que ça donne quand tu prends un athlète de niveau mondial, que tu le mets avec un acteur de niveau mondial, que tu vas chercher un réalisateur de niveau mondial et que tu leur donnes le défi de travailler avec un scénario décousu et rempli de clichés. Aujourd'hui, grâce à la participation de Coca-Cola, de 1997, Double Team. Et ça commence maintenant. À 15h05, un camion contenant 32 kg de plutonium-35. Le film commence sans aucun préliminaire et nous en met plein la gueule. Van Damme est en train de voler un camion blindé rempli de plutonium. Personnellement, je le trouve vachement délicat avec un camion rempli de plutonium. Est-ce qu'il est pourchassé selon vous? Bien sûr qu'il est pourchassé par des motos, des autos, des tanks, des Hummers. Un pays au complet est au cul du gars, OK? Mais quand Van Damme conduit un camion blindé rempli de plutonium, qu'est-ce qui l'empêche de sauter par-dessus un train? Rien, absolument rien ne l'empêche de sauter par-dessus un train. Trois ans plus tard, quelque part en Europe, Van Damme profite de la vie avec sa femme enceinte. Un romantique, bientôt papa, qui savoure une après-midi ensoleillée dans la piscine. Tu es magnifique. Plus pour longtemps. Mais pour les mecs d'action comme Van Damme, il y a toujours un con pour venir te faire chier. Un mec arrive avec des souliers tout sales et commence à dire à Van Damme qu'il doit reprendre du service. Oui, Stavros est en liberté. Et il n'y a que Van Damme capable d'arrêter Stavros. Tu l'as traqué pendant des années, tu sais mieux que personne comment il bouge, comment il travaille. Déjà, je dois vous expliquer que Stavros est joué par Mickey Rourke dans une de ses meilleures interprétations. Ensuite, Stavros, dans ce film-là, est le genre de terroriste qui n'a pas peur de s'afficher. Vous vous souvenez du mec qui vient tout juste d'aller voir Van Damme? Eh bien, il va être en plein jour à Rome et Stavros va faire péter sa bagnole, avec lui dedans, bien sûr. Comme le parapluie que vous avez dans le cul à la CIA. Van Damme se retrouve donc maintenant en Belgique afin d'y rencontrer un vendeur d'armes dans un bar sadomaso. Bien, sur ces bonnes paroles, tu es qui, toi? Là, mon gars, t'es en Belgique et t'es en train de me dire que tu sais pas c'est qui ce gars-là? Le film est à peine commencé que Dennis Rodman joue avec sa vie. Si tu veux danser, demande gentiment. Seconde étape, rencontrer son équipe de machines à tuer. Non seulement spécialiste dans le meurtre d'êtres humains, cette équipe s'occupe également des mouches. Avec cet engin, je peux couper la bite d'une mouche. Excuse-moi, pardon? Avec cet engin, je peux couper la bite d'une mouche. L'opération aura lieu dans une foire. Et ça, c'est normal parce que les réalisateurs qui viennent de Hong Kong adorent mettre des scènes dans des parcs d'attractions ou dans des foires. Son squad, lui, a un visuel sur Stavros, qui est venu voir son gamin. Oui, les méchants ont des enfants aussi. Stavros, lui, sent le coup pourri grâce à un regard de tigre. On est prêt à intervenir. Le mec commence à lancer des grenades un peu partout, comme si son gamin était pas dans le coin, quoi. Et là, il y a du mec qui sort de partout. Une intense fusillade commence. Van Damme va donner un coup de pied grâce à une canette de Coca-Cola. Coca-Cola, votre ami dans la baston. Malheureusement, dans la tourmente du combat, le fils de Stavros se prend une balle. Faut maintenant se rendre à l'évidence que le plan de Van Damme avait des failles. Et justement, Van Damme va partir à la poursuite de Stavros qui se cache dans un hôpital. Stavros, lui, est en pleine introspection et il pense à son fils. Mais il comprend que ça doit devenir personnel. C'était mon petit garçon. Maintenant, c'est une affaire personnelle.
Oui, bon, ils ont tué son gamin. On peut dire que le méchant dans ce film-là a quand même des motivations intéressantes, quoi. Première baston du film entre Mickey Rourke et Van Damme. Tout ça dans une pouponnière. Stavros, maintenant, nous démontre toutes les conséquences psychologiques de la perte d'un enfant. Parce que si lui, il est plus père, plus personne n'a le droit d'être père. Et c'est pour ça qu'il va mettre une grenade dans un panier où il y a un gamin. Salut, toi. Aujourd'hui, une promo un peu spéciale parce que ce film-là m'a donné une idée de vidéo et j'aurais besoin de votre aide. J'aimerais que vous me parliez des pires placements de produits que vous avez jamais vus dans un film. Allez dans les commentaires, dites-moi c'est quoi le film et c'est sûr que je vais essayer de trouver les scènes parce que je travaille sur ce truc-là, le placement de produits débile dans les films. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner également à la chaîne juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On retourne maintenant à Double Team. Après l'explosion et surtout après avoir sauvé un bébé, Van Damme se réveille au sanctuaire. Et c'est là où il faut que je vous explique quelque chose. Ce concept de colonie-là ou de sanctuaire-là est extrêmement complexe à expliquer aux gens. Oui, parce que la prémisse est fondamentalement débile. Sur une île au milieu de nulle part, on a regroupé un groupe d'anciens espions, d'anciens tueurs à gages, d'anciens mercenaires aussi, j'imagine, pour qu'ils prennent leur retraite tranquille. Le reste du monde croit qu'ils sont morts, mais eux, ils habitent tous sur cette petite île-là. Pourquoi habitent-ils sur cette île-là, vous demandez-vous? Selon ce qui est dit dans le film, je perçois ça comme une prison de luxe, OK? À un moment donné, ils sortent une phrase qui dit qu'ils en savent tellement sur le comportement des terroristes, etc., qu'on peut pas les tuer, ils sont trop importants pour mourir, mais en même temps, pas assez importants pour être en vie dans la vie de tous les jours. C'est un paradoxe extrêmement complexe. On passera pas une heure là-dessus parce qu'en réalité, d'un point de vue scénaristique, la raison principale pourquoi Van Damme se retrouve sur ce sanctuaire-là, eh bien, c'est pour s'évader du sanctuaire. Vous voyez, ça c'est logique. Vous vous dites, mais pourquoi voudrait-il s'évader de son sanctuaire tout d'un coup, Steve? Ça, c'est une situation beaucoup plus simple à régler. Stavros a kidnappé sa femme enceinte. Je tiens ton papillon. Votre analyse, John? Donc, avant de s'évader maintenant, Van Damme doit commencer par reprendre la forme. Et pour Van Damme, reprendre la forme, ça implique retrouver sa flexibilité. On est dans un film de Van Damme ici, pas de Seagull. Le mec doit faire un peu d'exercice quand même. Maintenant, Van Damme doit apprendre à retenir son souffle. Oui, parce que quand tu veux t'évader d'une île, tu vas être sous l'eau longtemps. Donc, logique, il doit apprendre à garder son souffle longtemps. Et grâce à une cigarette qui brûle, c'est comme ça qu'il va savoir combien de temps il a besoin de garder son souffle. Je vous dis tout de suite que le temps qu'on passe sur cette île-là, faut absolument mettre son cerveau à off. C'est le concept même d'une mauvaise bonne idée. Question de savoir si Van Damme est prêt à s'évader, eh bien, il va soulever sa baignoire. Comme vous venez de le voir, il est prêt à s'évader, il a réussi à soulever sa baignoire. Donc maintenant, c'est l'heure de l'évasion. Des rayons laser ne feront jamais peur à Van Damme. Maintenant, une baston contre un homme grenouille, un détail parmi tant d'autres. Un départ aéroporté et remarquez s'il vous plaît la puissance de l'avant-bras de Jean-Claude Van Damme. Une très facile baston dans l'avion. Et l'évasion est réussie. De retour en Belgique, Dennis Rodman va apprendre que tu ne peux pas te battre avec Jean-Claude Van Damme sur le territoire belge. Non, il y a un bonus d'attaque par tour, il y a un bonus de force. Il est invincible sur le territoire belge. Après des dialogues dignes d'un porno des années 70, Van Damme et Rodman vont enfin faire équipe afin d'aller retrouver la femme de Van Damme. Et on a le droit ici à ce que j'appelle un atterrissage thématique. Pour ceux qui ne le savent pas, Dennis Rodman était un très populaire joueur de basketball dans les années 90. Il n'y a plus qu'à trouver le panier! Van Damme arrive à sa villa et voit une femme qui s'occupe d'un bébé. Encore une fois, un bébé explosif.
On est quand même rendu à 2 bébés explosifs dans le même film, là. Et c'est pas vendredi. Et tu peux pas envoyer une femme tuer Van Damme dans un film de Van Damme. Non, parce que s'il faut, il va la tuer. Je dis pas ça pour picailler, OK? Mais il y a quand même quelques petits écrans verts douteux dans le film. Maintenant, pour Rodman et Van Damme, c'est destination Rome. Est-ce que c'est drôle ou humiliant? Je vous laisserai en juger par vous-même. Je l'ai dit, tout ce qui roule, je peux le piquer. Rendu à Rome, Rodman et Van Damme sont à la recherche de Stavros. Pour ça, ils vont y aller en sous-marin. Et je vous pose la question, chers habitués de revue, est-ce qu'il s'agit ici de la perruque la plus moche que Jean-Claude Van Damme n'ait jamais portée dans un film? Eh bien non, souvenez-vous de sa perruque dans Cyborg. En tout cas, je sais pas si c'est la perruque, mais Van Damme prend de gros risques. Et il finit face à face avec Mickey Rourke. Je tiens toujours mes promesses. Toujours. Les rues de Rome tournent au chaos. Un moment comme un autre pour Van Damme d'enlever sa perruque, de sauter sur un cheval et de commencer à se balader dans Rome. Dennis Rodman, lui, est plus rapide que les balles. Et là, on est confus parce qu'on se demande si Rodman est plus rapide que les balles et que Van Damme est également plus rapide que les balles, est-ce que Van Damme est plus rapide que Rodman? Bien sûr que oui. Il arrive dans un hôtel où il croit que sa femme serait, et là, il tombe sur un mec qui décide de commencer à redécorer la chambre au complet. Le mec a un canif, OK, mais au lieu de l'utiliser comme ça ou comme ça, le mec le met entre ses orteils. Pourquoi est-ce que tu te bats avec un canif entre tes orteils? Encore une fois, je répète à tout le monde que nous ne sommes pas vendredi. Et ce mec-là, en fin de compte, n'est rien d'autre qu'un autre mec qui sous-estime la puissance de Van Damme. La femme de Van Damme, elle, arrive à l'hosto où elle devra accoucher entourée de terroristes. Un moment qu'elle se souviendra toute sa vie. Rodman, lui, a demandé à Van Damme d'aller le rejoindre dans une église. Et dans cette église-là, on va trouver des cybermonks. Oui, des moines catholiques spécialistes de la cybersécurité. Et ça, c'est la première et la dernière fois que vous verrez ça à revue. Les moines accumulent les informations sur Rome depuis 500 ans. Grâce aux moines, ils vont trouver où se trouve la femme de Van Damme. Les moines vont les faire passer dans un chemin de tunnel souterrain afin qu'ils puissent éviter les hommes de Stavros. Et là, il y a un truc dans ce film-là dont je vous ai pas encore parlé, mais qui fait partie intégrante du film. Les références au fait que Dennis Rodman joue au basketball. Manque d'entraînement, mais je rate jamais 2 fois. La femme accouche et c'est un garçon. Normal, c'est du sperme de Van Damme. Et ça nous mène sur le moment de retrouvailles entre Van Damme et sa femme. Il y a une médecin qui est là aussi, qui a sauvé la vie de sa femme plus tôt, mais ça dérange absolument pas l'émotion qu'il y a dans la pièce. C'est fini. C'est fini. Je suis là. Tout cela sera gâché par Stavros qui a kidnappé son fils. Va chercher ton fils. Je vais m'occuper d'elle. Est-ce qu'on se téléporte au Colisée? Je le sais pas. Est-ce que l'endroit où on est, c'est supposé être le Colisée? C'est pas dit dans le film. Je dirais que ça ressemble au Colisée, mais je pense pas que ce soit le vrai Colisée. Donc, on se retrouve au Colisée. Et là, la fin du film se prépare, parce que dans un rayon de 5 mètres carrés, on a Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme et un tigre. Les hommes sont forts, Jack, mais le tigre est encore plus fort. Il y a des mines également, des mines. Oui, parce qu'à temps perdu, Stavros a installé des mines antipersonnelles partout dans le Colisée. Ça, c'est un jeu dangereux, je vous le dis tout de suite. Et là, c'est Dennis Rodman qui va sauver le gamin à Van Damme.
C'est plutôt le cascadeur blanc de Dennis Rodman qui va sauver le bébé, mais ça, c'est un détail. Et là, il y a un tigre qui croit être plus rapide que Van Damme contre tigre. Passons maintenant au duel final entre Van Damme et Stavros. Je trouve qu'il y a beaucoup de détours avant de se rendre au duel. Mais bon, c'est une baston quand même très divertissante. Et ça jusqu'à ce que Stavros mette le pied sur une mine sans le savoir. Oui, parce que maintenant je dois vous expliquer un truc. À temps perdu, apparemment, Dennis Rodman s'est amusé à enlever les croix et à changer les mines de place, et ça, sans le dire à Van Damme. Apparemment, par un bol de cocu, c'est Stavros qui a pilé sur une mine. Ça m'amusait de déplacer les croix. Et à ma grande déception, ce ne sera pas Van Damme qui tuera Stavros, mais bien un mélange entre le tigre qui arrive à pleine vitesse et la mine. Dans l'univers du réalisateur, les mines antipersonnelles sont plus ou moins l'équivalent des bombes nucléaires. Un peu de placement de produits, bien sûr. Encore plus de placement de produits et c'est dur à croire. Van Damme et Rodman vont utiliser une distributrice de Coca-Cola pour se sauver du souffle de l'explosion. Van Damme retrouve son fils et c'est la fin de Double Team. Bonne nouvelle pour tous ceux qui se posent la question, un jour ou l'autre, vous reverrez Dennis Rodman sur la chaîne. Simon Says, un film dans lequel il a joué et dont il tient la vedette, est fort probablement un des pires nanars de l'histoire des nanars et je le ferai un jour ou l'autre, c'est certain. Mais revenons à Double Team qui semblait meilleur quand je l'ai regardé que quand j'ai relu mes notes. Oui, parce que quand j'ai commencé à relire mes notes et dire des choses à voix haute, j'étais en train de me dire que je parlais d'un nanar. Et c'est là où on tombe entre une bonne série B ou un nanar, le débat intemporel. Je vous dirais que j'aime beaucoup la performance de Mickey Rourke dans le film. Van Damme est égal à lui-même comme d'habitude dans un film de Van Damme. Dennis Rodman, ben c'est un sportif, il joue comme un mec qui sait pas jouer quoi. Il joue lui-même. Il y a des trucs très cons, le placement de produits par exemple de Coke dans ce film-là est débile, c'est comme trop de placement de produits. En tout cas, beaucoup trop évident. J'espère qu'ils ont donné un maximum de thunes pour que ce soit une machine à Coke qui sauve la vie des protagonistes principaux du film. Vous remarquerez également que si vous avez vu Volte-Face de John Woo, un autre réalisateur d'Hong Kong, eh bien l'introduction de Double Team, c'est l'inverse de Volte-Face. Au lieu que ce soit le gentil qui perde son gamin, c'est le méchant. Et les films sont sortis la même année. Tsui Hark, et j'essaie de prononcer son nom le mieux possible, a fait de bien meilleurs films que Double Team. C'est son seul film américain, je crois, et c'est loin d'être son meilleur. Hein. Et encore une fois, c'est le même problème que lorsque je vous parle de films de John Woo en Amérique. Tu vois qu'il y a eu l'influence des studios dans le film. Le mec a pas été jusqu'au bout de ses idées, et ça paraît. Par exemple, le deuxième acte au complet. L'histoire de la colonie d'anciens tueurs, faut y croire, quoi. Mon verdict final du film. Malgré tous ses défauts, OK? C'est un divertissement correct, quoi. Tu passes un moment sympathique. Faut dire que j'ai regardé 3 films de Neil Breen cette semaine, donc ouais, Double Team avec Van Damme, c'est un masterclass, quoi. Je me suis quand même super bien amusé à regarder ce film-là, et la question que je me poserai toujours, c'est est-ce que j'aurais dû le faire un vendredi comme un nanar, ou le faire comme ça, mercredi, comme un petit coup de cœur, un film à revoir, un film qui était, pour l'époque, correct. Est-ce que c'est un film parfait? Loin de là, mais c'est un bon divertissement, je dirais. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez quand même prendre le risque de le regarder sans faire brûler vos rétines. Parlant de films d'arts martiaux, j'ai participé à un podcast sur Steven Seagal. C'était sur la chaîne de Max Pereira et vous trouverez le lien dans les commentaires. Allez le regarder, on parle du début de la carrière de Seagal et de ses meilleurs films. Donc, c'est pas trop déprimant, quoi. N'oubliez pas non plus que Revue a son propre podcast, Revue le podcast. Allez faire un tour et dites-moi ce que vous pensez des épisodes. Si vous voulez des vidéos non censurées, sans pub et inédites, c'est sur Patreon que ça se passe. Le lien est juste ici.
Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à le faire, à laisser un commentaire, à laisser un pouce, à partager la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.